William and Kate, people are obviously incredibly curious about you. So let's start with the obvious. William, where did you propose? When, how, and Kate, what did you say? Tout a commencé par une simple phrase si froide et distante qu'elle en paraissait presque inhumaine. Une brève annonce sur les canaux officiels du palais sans contexte, sans explication, sans émotion. Je me souviens encore de l'avoir lu et d'avoir immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'une annonce de routine. Ce n'était pas l'annonce d'un ruban, d'un changement d'agenda, d'un détail cérémoniel. C'était un silence déguisé en formalité. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle m'a profondément marqué. Pourquoi une institution qui a communiqué avec profusion pendant des siècles opterait-elle soudainement pour un tel vide clinique ? En quelques minutes, cette simple phrase s'est muée en un souffle collectif. J'ai vu les médias basculer dans la spéculation, les experts peser leurs mots et les réseaux sociaux se remplir de questions sans réponse. Cela m'a fasciné. Non pas les rumeurs en elles-mêmes, mais la vitesse à laquelle l'incertitude se propage lorsque les autorités gardent le silence. Je me suis demandé que révèle réellement ce silence bien plus que 1000 mots. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est que le palais avait délibérément rompu avec ses habitudes. D'ordinaire, il y a toujours une préparation des informations contextuelles et une mise en scène subtile. Cette fois-ci, rien. Comme s'il savait que chaque détail en dirait trop. Et cela a renforcé le sentiment qu'un changement fondamental était en jeu. Non pas un simple bouleversement interne, mais un moment où le contrôle lui-même était remis en question. J'ai senti que cette annonce n'était pas destinée à rassurer, mais à provoquer inévitablement des troubles. Alors que les heures s'égrenaient vers l'heure annoncée, je sentis la tension passer de la curiosité à l'impatience. L'impatience est dangereuse surtout pour une monarchie, car dès que les gens commencent à attendre, ils projettent leurs propres désirs, leurs peurs et leurs frustrations. Certains espéraient un renouveau, d'autres redoutaient le chaos. Je me demandais si le palais se rendait compte des forces qu'il avait libérées par son silence. Quand le moment est arrivé, c'était presque surréaliste. Ni roi, ni reine, ni symbolisme comme on en connaît. Juste deux personnes simplement représentées sans aucun décor pour amplifier leurs paroles. Cette image m'a marqué. C'était un choix délibéré, je n'en doute pas. Comme pour dire, ne vous fiez pas à qui nous sommes, mais à ce que nous disons. Et c'est radical dans un système qui repose sur l'identité. Ce qui m'a frappé, ce n'était même pas le contenu de leur message, mais le ton. Aucune distance, aucun langage pompeux. J'ai entendu, non pas une voix institutionnelle, mais une voix personnelle. Et cela a rendu la suite d'autant plus puissante. J'ai compris, à cet instant, qu'il ne s'agissait pas d'un ajout au système existant, mais d'une correction. Une tentative de réajuster la boussole morale. Cette prise de conscience a été un choc car elle reconnaissait implicitement que cette boussole s'était égarée. Je me demandais comment cela avait dû être perçu à Buckingham Palace. Quel impact un tel moment pouvait avoir sur une institution habituée à dicter son propre rythme et son propre contenu. Il ne s'agissait pas d'une demande d'espace mais d'une appropriation. Et occuper un espace sans autorisation est peut-être la pire transgression au sein d'une telle hiérarchie. En même temps, je ne pouvais m'empêcher de penser si ce n'est pas maintenant qu'en bien, cette annonce m'a semblé être le début de quelque chose qui couvait depuis longtemps. Des années de tension entre tradition et réalité, entre distance et proximité, entre contrôle et confiance. C'était comme si cette simple phrase, suivie de cette prestation empreinte de gravité, avait agi comme un levier. Non pas pour tout détruire, mais pour créer une brèche permettant à l'air de circuler. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le malaise que cela a suscité. Non seulement chez les détracteurs de la monarchie, mais surtout chez ses défenseurs. Car ce moment a confronté chacun à la même question: qu'attendons-nous réellement de cette institution au XXIe siècle ? Suffit-il qu'elle existe, ou doit-elle aussi avoir du sens ? Et qui détermine ce sens, le palais ou le public ? J'ai constaté un changement dans mon propre point de vue en observant et en écoutant. Alors qu'auparavant j'analysais principalement de loin, j'ai commencé à percevoir cela comme un moment humain au sein d'un système d'une immensité inhumaine. Cela ne le rend pas pour autant juste ou réussi, mais cela le rend plus authentique. Et l'authenticité, je m'en suis rendu compte une fois de plus, est rare dans les structures bâties sur la perfection. Cette première phase a donné le ton à tout ce qui allait suivre. Non par la force, mais par la retenue, non par une démonstration de puissance, mais par une prise de responsabilité. C'était à la fois un avertissement et une invitation. Un avertissement, plus rien n'était acquis. Une invitation, repenser la confiance. Et c'est précisément dans cette tension que ma véritable histoire a commencé. Après le choc initial, j'ai compris que ce moment n'était pas un incident isolé. Ce n'était pas une impulsion, une intuition passagère, mais le fruit d'années de tensions désormais révélées. Ce qu'ont fait William et Kate n'avait rien d'un acte de courage spontané, mais d'une décision mûrement réfléchie. Et c'est précisément ce qui l'a rendu si perturbateur. Ils n'ont demandé aucune permission. Ils n'ont pas attendu d'approbation. Ils ont agi, et ce faisant, ils ont bouleversé les rapports de force sans prononcer un mot sur le pouvoir.
Mon attention s'est déplacée des paroles aux actes. Le message était concis, presque discret, mais ses implications étaient considérables. En se positionnant au centre sans passer par le traditionnel tribunal, ils ont revendiqué leur autonomie. C'est du jamais vu dans une structure où tout est normalement filtré, coordonné et contrôlé. Je me suis demandé combien de discussions internes avaient précédé cela. Combien d'avertissements avaient été ignorés, combien de risques avaient été pris en toute connaissance de cause. Ce qui m'a le plus frappé, c'est ce choix de simplicité. Ni or, ni drapeau, ni symbole d'autorité. Juste une présence. Ce n'est pas un hasard. À une époque où la confiance se fait rare, la proximité est souvent plus efficace que l'autorité. J'y ai vu une intuition remarquable sur la façon dont se construit aujourd'hui la légitimité publique, non pas en maintenant une certaine distance, mais en la réduisant. Et de là, un message implicite se dégage, l'autorité n'a plus besoin de venir d'en haut. Cette décision a été perçue comme une discrète redéfinition du rôle d'héritier. Non pas celui de quelqu'un qui attend la couronne de droit, mais celui qui assume déjà ses responsabilités. Inévitablement, cela heurte une génération élevée dans l'idée que la patience et l'obéissance sont les plus hautes vertus. J'imagine que la cour a pu y voir une intrusion, voire une trahison. Mais parallèlement, j'ai constaté que le public lui y voyait précisément une preuve de leadership. Il y a un paradoxe dans cette situation qui n'a cessé de me tarauder. En minimisant leur rôle, William et Kate ont paradoxalement gagné en influence. En s'affranchissant des structures non formelles, ils ont accru leur poids moral. C'est une leçon qui dépasse largement ce contexte. Les systèmes qui s'appuient de trop sur la forme perdent leur substance, et la substance ne s'impose pas, elle se mérite. Cette prise de conscience avait-elle enfin pénétré le cœur même de la monarchie ? J'ai également remarqué que ce mouvement était délibérément non conflictuel. Il n'y a eu ni attaque, ni reproche, ni rupture ouverte. Tout s'est déroulé dans un climat de respect et de maîtrise. Et c'est précisément cette maîtrise qui a fait son efficacité. Elle ne laissait aucune place à une contre-réaction sans paraître mesquine ou sur la défensive. C'est une stratégie d'une grande finesse. Je me suis demandé si c'était peut-être la seule façon d'envisager un changement au sein d'une institution aussi ancienne. Alors que les commentateurs évoquaient un changement de pouvoir, j'ai perçu une évolution plus subtile, un déplacement du centre de crédibilité. Et la crédibilité est en fin de compte plus précieuse que le pouvoir formel. Le public a commencé à voir William et Kate non plus comme des figures d'avenir, mais comme des dirigeants actuels. Cela change tout, car dès lors que l'on se tourne vers une personne du présent, le passé perd son autorité incontestable. Ce qui rendait ce moment particulièrement poignant, c'était qu'il s'inscrivait dans un contexte de mutation sociétale. La confiance dans les institutions est mise à rude épreuve, la transparence est exigée et non plus simplement souhaitée. Dans ce contexte, cette décision ne paraissait pas téméraire mais presque nécessaire. J'ai commencé à me dire que s'accrocher aux anciennes méthodes aurait peut-être représenté le plus grand risque, car celui qui perd sa pertinence finit par perdre le droit d'exister. Pourtant, la tension restait palpable. L'autonomie au sein d'un système hiérarchique n'est jamais sans conséquence. Chaque avancée projette une ombre sur le passé. Je me demandais comment cela se manifestait dans les relations quotidiennes, dans les conversations informelles, dans les silences des réunions. Car même si cette évolution était célébrée publiquement, elle devait être vécue intérieurement. Et ce processus est rarement simple. Ce qui m'a intrigué, c'est le peu d'explications fournies par William et Kate quant à leur motivation. Aucune justification détaillée, aucun argument historique. Comme s'ils savaient qu'une explication nuirait à l'émotion du moment. Parfois, il est plus efficace d'agir et de chercher des éclaircissements ensuite. Cela exige une grande confiance en ses convictions. Et cette confiance était indéniablement manifeste ici. J'ai commencé à percevoir ce moment comme une transition entre l'héritage et l'appropriation. Non pas attendre un rôle, mais le façonner. C'est une attitude fondamentalement différente. Et cette attitude exerce une pression sur tous ceux qui vous entourent. Car celui qui affirme son appropriation oblige les autres à prendre position, se rallier ou s'accrocher au statu quo. La neutralité devient alors de plus en plus difficile. Ce passage marque pour moi le moment où il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'une simple parenthèse. C'était une direction, un choix. Et les choix, une fois révélés, sont irréversibles. La question n'était plus de savoir s'il y aurait des conséquences, mais quelle en serait l'ampleur. Et c'est précisément là que l'histoire a pris tout son sens. Au milieu de ces rapports de force mouvants, un élément s'est imposé comme un enjeu moral central, la décision de ne plus circonscrire avec prudence l'héritage de Diana, mais de le développer explicitement. J'ai constaté que cette partie de l'annonce avait un impact plus profond que toutes les autres. Non pas parce qu'elle était inattendue, mais parce qu'elle avait été si longtemps éludée. Diana avait toujours été présente comme un rappel, une ombre, une icône que l'on préférait honorer plutôt que d'exploiter. Ce qui s'est passé ici était différent. Son nom n'a pas été utilisé pour apaiser, mais pour donner une direction. À mes yeux, c'était l'aspect le plus audacieux de toutes les annonces.
Non pas la redistribution des rôles, ni l'accent mis sur la transparence, mais le lien explicite établi entre l'avenir de la monarchie et un héritage moral autrefois perçu comme une menace. Diana a symbolisé l'empathie, mais aussi l'émotion à fleur de peau, une présence publique parfois incontrôlable. Le fait que cet héritage soit désormais au cœur du débat public marquait une rupture consciente avec des décennies de prudence. J'ai commencé à comprendre que l'initiative Diana était bien plus qu'une fondation ou un projet. C'était un engagement moral. En présentant Kate non seulement comme ambassadrice, mais aussi comme figure de proue, il est devenu évident que ce ne serait pas un simple coup d'éclat. Il ne s'agissait pas d'une philanthropie distante, mais d'un engagement concret. Et c'est précisément ainsi que Diana avait bouleversé le système. Elle ne se tenait pas devant les gens, mais à leur côté. J'ai retrouvé cette même attitude ici. Ce qui m'a frappé, c'est la reconnaissance implicite des manquements de la monarchie par le passé. Non pas explicitement formulés, mais palpables. En réaffirmant les valeurs de Diana, on reconnaissait indirectement qu'elle n'avait pas bénéficié de la liberté nécessaire à l'époque. C'est une vérité dérangeante, surtout pour une institution qui admet rarement ses erreurs. Je me suis demandé quel courage il faut pour accepter cette reconnaissance même sans la dire ouvertement. J'ai également constaté à quel point ce choix a touché le public. Diana n'est pas une figure abstraite. Elle vit dans la mémoire collective. En réactivant son héritage au lieu de le préserver, ce souvenir est soudainement devenu actuel. Non pas nostalgique, mais pertinent. C'est puissant, mais aussi risqué. Car quiconque choisit une voie morale peut aussi être tenu pour responsable. La transparence et l'empathie ne peuvent être appliquées de manière sélective sans perdre en crédibilité. À mon sens, c'est à ce moment précis que l'annonce a atteint son point culminant. Il ne s'agissait plus de structure, mais de valeur. De la question de savoir quel type d'autorité a un avenir. Cette autorité repose-t-elle sur la distance et le mystère, ou sur la reconnaissance et l'engagement? En se concentrant sur l'initiative Diana, la réponse apportée est devenue évidente. Et cette réponse différait fondamentalement de ce à quoi nous étions habitués. J'ai commencé à me demander comment cela était perçu en interne. Le nom de Diana suscitait non seulement la sympathie du public, mais aussi des souvenirs douloureux au sein de la famille royale. Des souvenirs de conflits, de perte de contrôle d'une époque où la monarchie avait perdu la maîtrise de son histoire. Que cette histoire ne soit plus passée sous silence, mais au contraire exhumée, donnait l'impression de rouvrir une vieille blessure dans l'espoir qu'elle puisse enfin cicatriser. Parallèlement, j'y ai perçu une dimension stratégique. L'héritage de Diana jouit d'une légitimité morale difficilement égalable. En associant cette légitimité à un leadership tourné vers l'avenir, un pont se crée entre le passé et le futur. C'est une approche astucieuse mais aussi fragile, car elle soulève la question de savoir si la monarchie est réellement disposée à vivre selon ses valeurs, même lorsque cela devient inconfortable. Car l'empathie sans conséquence n'est qu'un vernis. Ce qui m'a particulièrement interpellé, c'est le rôle de Kate dans tout cela. Elle ne s'est pas positionnée comme la successeur de Diana, mais comme la garante de ses principes. C'est une différence fondamentale. Il ne s'agissait pas de comparaison, mais de continuité. Et c'est précisément ce qui a rendu sa démarche si authentique. Je n'ai pas perçu une tentative d'imiter une icône, mais un choix clair d'assumer la responsabilité de ce que cette icône représentait. Cela exige une grande fermeté, surtout face aux résistances inévitables. Ce passage m'a révélé que ce moment n'était pas seulement une question de modernisation, mais de renouveau moral. Il s'agissait de savoir quelles valeurs l'institution souhaite incarner lorsque les symboles perdent leur pouvoir évident. En réactivant l'héritage de Diana, une réponse se dessinait: l'humanité plutôt que le protocole, la proximité plutôt que la distance, la responsabilité plutôt que le contrôle. Cela m'a laissé face à une question: une institution qui a si longtemps fonctionné sur le principe du contrôle peut-elle réellement créer un espace pour l'empathie sans se perdre? Ou bien le lâcher-prise est-il la seule voie de survie? Ce choix montrait clairement qu'ils étaient prêts à prendre le risque. Et prendre des risques, ai-je réalisé, est peut-être la forme de leadership la plus humaine qui soit. Tandis que le monde extérieur tentait encore de saisir le sens de l'annonce, une toute autre histoire se déroulait derrière les murs du palais. J'ai constaté que le silence qui suivit à Buckingham Palace pesait plus lourd que n'importe quelle réaction. Aucune expression de soutien, aucune nuance, même pas une désapprobation, juste une absence. Et cette absence même était tout sauf neutre. Dans un système où les mots sont soigneusement choisis, le silence est rarement le fruit du hasard. C'est une stratégie mais aussi un symptôme. J'ai commencé à me demander ce que signifiait réellement ce silence. Était-ce de la prudence, de l'impuissance ou une forme de résistance? Quoi qu'il en soit, il révélait à quel point ce changement était déstabilisant pour le pouvoir en place. William et Kate n'avaient enfreint aucune règle formelle, mais ils avaient accompli quelque chose de plus fondamental, ils avaient déplacé le centre de décision. Et c'est peut-être là la plus grande menace pour un système hiérarchique. Non pas une rébellion ouverte, mais l'autodétermination. Ce qui m'a frappé, c'est la rapidité avec laquelle les tensions internes ont commencé à se manifester à l'extérieur.
non pas par des déclarations officielles, mais par des signaux subtils, réunions annulées, réponses d'audience tardives, une froideur inhabituelle. On aurait dit que la Cour avait temporairement perdu le contact avec elle-même. Je me suis demandé que se passe-t-il lorsqu'une institution est prise au piège de son propre avenir, car c'est bien ce qui semblait se produire ici. Les successeurs agissaient déjà selon un nouveau modèle, tandis que l'autorité en place restait engluée dans l'ancien. Cette tension a aussi révélé à quel point tout cela était personnel. Le pouvoir au sein d'une monarchie n'est jamais qu'institutionnel. Il est inextricablement lié à l'identité. Pour quelqu'un qui a attendu toute sa vie ce moment de reconnaissance, un tel bouleversement peut être vécu comme une perte même lorsqu'il est rationnellement justifiable. J'ai ressenti toute la tragédie de cette prise de conscience. Car attendre le pouvoir et le voir ensuite céder sans résistance exige une forme de lâcher-prise que peu de gens maîtrisent. Ce qui rendait cette phase particulièrement complexe, c'était l'impossibilité de toute riposte claire. Toute tentative de modérer l'initiative de William et Kate aurait eu un effet désastreux sur le plan public. Le message qu'ils avaient transmis était trop prudent, trop empathique, trop urgent. Toute critique à ce sujet aurait été perçue comme de la jalousie ou de la peur. Or, la peur est un mauvais conseil pour une institution dont l'autorité repose précisément sur la stabilité. J'ai constaté comment la Cour s'est retrouvée piégée par sa propre prudence. Entre-temps, la perception du public a commencé à évoluer subtilement. Non pas par une campagne, mais par les comportements. L'attention qui se portait habituellement et automatiquement sur la couronne s'est désormais portée sur le palais de Kensington, non par obligation, mais par évidence. On suit ce qui a du sens. Et ici, le sens se manifestait dans les actes, non dans les titres. Je me suis demandé si la Cour avait conscience de la portée de ce changement. Car l'attention n'est pas un pouvoir formel, mais elle en est le moteur. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont ce silence faisait écho à des moments historiques antérieurs. Des moments où le silence était perçu comme une forme de retenue, mais reconnu plus tard comme une occasion manquée. L'histoire de la monarchie a connu plusieurs carrefours de ce genre. Et à chaque fois, il est apparu clairement par la suite que s'accrocher aux traditions se faisait au détriment de la confiance. J'avais le sentiment d'être à nouveau face à un tel carrefour, mais cette fois-ci en toute lucidité. J'ai constaté que mon propre regard devenait plus critique, non par dégoût, mais par inquiétude, car le silence peut aussi être interprété comme un abandon de responsabilité. Et à une époque où les gens aspirent à s'impliquer, c'est une attitude risquée. Je me suis demandé si le tribunal avait sous-estimé l'ampleur des changements survenus dans la société. L'autorité n'est plus acquise, elle doit être sans cesse regagnée. Cette phase a démontré combien il est difficile de partager le pouvoir lorsque toute son identité repose dessus. Même lorsque le partage est rationnellement le choix le plus judicieux, la question reste chargée d'émotions. Il ne s'agit donc pas d'un simple conflit entre anciens et nouveaux, mais d'une lutte interne au sein même de l'institution, entre préservation et pertinence, entre silence et prise de parole. Ce que j'ai surtout perçu ici, c'est un système à l'arrêt, non par tranquillité, mais par incertitude. Et l'incertitude est dangereuse lorsqu'elle est ignorée. Car ce qui reste tue s'enfouit, cela crée des tensions, alimente la méfiance et retarde les ajustements nécessaires. Je ne pouvais m'empêcher de penser si l'on ne saisit pas cette occasion pour définir une orientation, celle-ci se dessinera d'elle-même sans direction précise. Ce passage marque pour moi le moment où il est devenu évident qu'un retour à l'ancien ordre était désormais impossible. Non pas parce que quelqu'un l'avait dit explicitement, mais parce que la dynamique avait fondamentalement changé. Le silence avait perdu sa fonction protectrice. Il était apparu pour ce qu'il était un signe d'hésitation à une époque qui exige de la clarté. Dès l'instant où le silence de Buckingham Palace s'est prolongé, j'ai constaté un changement radical dans l'opinion publique. Non pas par de grands gestes ou des déclarations officielles, mais par un phénomène bien plus puissant, la reconnaissance. Le public s'est identifié au ton, au choix et à l'attitude de William et Kate. Ce n'était pas un hasard, mais le fruit d'années de déconnexion entre l'institution et la société. Il ne s'agissait pas d'une manœuvre médiatique, mais d'un véritable rétablissement de la confiance. Et la confiance, il est devenu douloureusement évident, ne s'acquiert pas par des titres. J'ai constaté la rapidité avec laquelle ce sentiment s'est répandu, non seulement dans les gros titres, mais aussi dans les conversations, les opinions et les réactions de personnes qui d'ordinaire ne s'intéressent de guère à la famille royale. La question que j'entendais de plus en plus souvent n'était plus de savoir qui est légalement chef d'État, mais qui exerce l'autorité morale. C'est un critère fondamentalement différent. Et c'est précisément à cet égard que la couronne a commencé à perdre son avantage indéniable, car l'autorité morale ne découle pas de la succession héréditaire, mais d'un comportement cohérent. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont le rôle de Kate était perçu. Elle n'était pas considérée comme un complément à William, mais comme un repère moral indépendant. Ses choix, sa visibilité et sa volonté d'aborder des sujets délicats lui ont conféré une grande crédibilité.
Non pas une figure emblématique, mais une personne accessible. Je me suis demandé, quand nous avions vu pour la dernière fois un membre de la famille royale agir avec autant de constance, par empathie plutôt que par simple formalité. Cette différence était profonde même pour ceux qui critiquent habituellement la monarchie. Durant cette même période, j'ai constaté un changement progressif des anciennes allégeances. Pas ouvertement, pas officiellement, mais de façon tangible. L'attention des médias a suivi là où elle était pertinente. Les jeunes membres de la famille étaient plus souvent associés au palais de Kensington qu'à celui de Buckingham. Même dans les milieux caritatifs, on a commencé à parler de collaboration avec le nouveau centre. Ce genre de langage en dit plus long que n'importe quelle déclaration. Il révèle où les gens fondent leurs espoirs pour l'avenir. Parallèlement, il est devenu évident que cette proximité affichée publiquement n'était pas sans risque. Même les plus hauts placés peuvent connaître une chute brutale. Je me suis demandé si William et Kate en étaient inconscients ou s'ils acceptaient ce risque comme inévitable. Après tout, qui choisit la transparence s'expose aussi aux critiques. Ceux qui aspirent à la proximité ne peuvent pas tout contrôler. C'est le prix de la crédibilité. Et pourtant, ce prix semblait avoir été accepté en toute conscience. Ce qui a conféré à cette phase une importance particulière, c'est le contraste avec l'ancien modèle. Là où la cour s'appuie traditionnellement sur le cérémonial et la distance, la proximité a ici amplifié l'impact. Point de grands événements, mais une présence affirmée. Point de paroles abstraites, mais un engagement concret. Le public a répondu non par l'idolâtrie, mais par une attitude plus durable, la confiance. Il ne s'agit pas d'une émotion passagère, mais d'un lien relationnel qui nécessite du temps pour se construire. J'ai constaté que ma propre conception du pouvoir évoluait encore. Le pouvoir, en fin de compte, ne résidait pas dans l'autorité décisionnelle, mais dans le fait de montrer l'exemple. Quiconque démontre comment les valeurs se traduisent en actes exerce une influence sans autorité. Et c'est précisément ce type d'influence qui s'est révélé séduisant à une époque où l'on se méfie du pouvoir institutionnel. C'était comme si la monarchie avait découvert par hasard que son avenir ne résidait peut-être pas dans sa structure, mais dans sa capacité à être humaine. Pourtant, la tension restait palpable. Une institution ne peut pas maintenir deux centres d'intérêt simultanément sans friction. Tandis que l'attention du public se portait de plus en plus sur William et Kate, le pouvoir officiel demeurait ailleurs. Cela créait un déséquilibre intenable à long terme. Je me demandais combien de temps cet équilibre pourrait se maintenir sans une redéfinition claire. Car les transferts de pouvoir tacites mènent souvent au conflit et non à la stabilité. Ce passage m'a permis de comprendre que l'autorité aujourd'hui se confère et ne s'hérite plus. C'est une vérité dérangeante pour toute institution traditionnelle. Mais c'est aussi une opportunité, car ceux qui sont prêts à mériter cette autorité sans cesse restent pertinents. Ceux qui refusent de le faire se coupent peu à peu de la société qu'ils prétendent servir. J'ai senti que cet engouement public dépassait le simple cadre de l'enthousiasme. C'était un signal. Le signal que le peuple aspire à un leadership qui ne se dissimule pas derrière des symboles, mais qui se manifeste par des choix concrets. Un leadership qui parle non pas au nom du peuple, mais avec le peuple. La monarchie avait longtemps ignoré ce signal. À présent, il était devenu indéniable. Cette phase a démontré que le pouvoir ne se déplace pas brutalement, mais progressivement par l'attention, la confiance et l'identification. Et une fois ce changement perceptible, il est impossible de revenir en arrière. Le public n'avait pas voté contre la couronne, mais pour autre chose. Et c'est précisément ce qui rend cette évolution si profonde. Car voter pourrait toujours plus puissant que de rejeter. Dans cette phase finale, tout a commencé à s'éclaircir pour moi. Non pas comme un récit complet, mais comme un nouveau point de départ. Ce qui avait commencé par une simple phrase glaciale venue du palais s'était mué en une réorientation fondamentale de ce que signifie et peut être la monarchie. J'ai senti que ce moment ne tournait plus autour d'individus mais autour d'une direction à prendre. La question n'était plus de savoir qui avait raison, mais quel modèle était viable pour l'avenir. Et c'est une question qui dépasse le cadre d'un roi, d'un héritier ou d'une génération. Ce qui m'a le plus inquiété, c'est de constater que ce changement semble irréversible même si personne ne l'affirme ouvertement. On peut temporairement détourner l'attention du public, mais on ne peut la contraindre à revenir à une forme qui a perdu son sens. Le centre de gravité morale s'est déplacé non par des décrets ou une révolution, mais par un comportement constant. Cela lui confère un pouvoir immense, mais aussi un caractère conflictuel. Car cela signifie que la monarchie ne peut plus fonder sa légitimité uniquement sur l'histoire. J'ai commencé à comprendre que tout cela annonçait une autre forme de royauté, moins cérémonieuse, moins inaccessible, mais aussi moins protégée, car ceux qui privilégient la proximité ne peuvent se retrancher derrière des rituels. Cela exige un autre type de leadership, un leadership qui doit être constamment démontré. Je me suis demandé si l'institution dans son ensemble en était capable ou si ce fardeau continuerait de reposer principalement sur les épaules de quelques-uns. Car si le changement porté par des individus est fragile, le changement ancré dans la culture l'est beaucoup moins.
Pourtant, je crois qu'un débat s'est ouvert et qu'il est désormais impossible de le refermer complètement. Les conversations qui se tiennent aujourd'hui en public comme en privé ne portent plus seulement sur la tradition, mais aussi sur les valeurs, sur la transparence, l'engagement et la responsabilité. Ce ne sont pas des concepts à la mode, mais des exigences structurelles d'une société qui ne fait plus confiance aveuglément à ses institutions. La monarchie n'est pas la seule concernée, mais elle est sous surveillance. Ce qui a donné une importance particulière à cette phase, c'est la manière dont l'avenir a été défini sans être figé. Aucune promesse grandiose n'a été faite, quant à l'avenir, aucun plan rigide n'a été présenté. On a plutôt suggéré une direction. Et indiquer une direction est parfois plus efficace que de fixer des objectifs précis. Cela laisse place à l'adaptation, à l'apprentissage, aux erreurs. Et les erreurs sont permises pourvu qu'on les reconnaisse. C'est peut-être là le changement le plus important. J'ai constaté que mon propre regard sur la monarchie était devenu moins tranché. Non pas que la critique soit moins nécessaire, mais parce que la situation s'est complexifiée. J'ai vu une institution en difficulté qui réagit parfois trop tard, mais aussi des individus qui tentent d'agir dans un cadre strict. Cela rend l'histoire plus humaine, mais aussi plus urgente, car l'humanité sans réforme structurelle demeure vulnérable. Le véritable enjeu est à venir. L'avenir nous dira si ce mouvement se poursuivra ou s'enlisera. Le silence du vieux centre-ville fera-t-il place au dialogue, ou bien les gens se replieront-ils sur leurs vieilles habitudes ? Je me suis demandé ce qui se passerait lorsque l'attention se détournerait à nouveau, lorsque les éloges initiaux s'estomperaient. Les gens resteront-ils fidèles à la voie qu'ils ont choisie ou se replieront-ils sur eux-mêmes ? C'est la question qui demeure sans réponse et peut-être la plus importante. Ce dont je suis certain, c'est que la barre est placée plus haut, pour tous. Pour ceux qui ont pris l'initiative, mais aussi pour ceux qui incarnent l'institution. Car dès qu'une alternative se dessine, l'ancien modèle cesse d'être neutre. Il devient un choix. Et les choix peuvent être remis en question. C'est ce qui rend ce moment si décisif. Non pas parce qu'il résout tous les problèmes, mais parce qu'il ne laisse plus rien aller de soi. En ce sens, cela ressemble au début d'un long processus. Non pas une révolution, mais une évolution qui prendra du temps. Un processus où la confiance doit être reconstruite sans cesse, où les paroles doivent être suivies d'actes, et où l'échec est possible, mais où le silence n'est plus une option. La monarchie peut relever ce défi ou y résister, mais elle ne peut l'ignorer. Au terme de cette histoire, une idée centrale demeure pour moi: les institutions survivent, non pas en se protégeant, mais en ayant un sens pour les personnes qu'elles prétendent servir. Cela exige du courage, de l'autocritique et la capacité de renoncer à certaines certitudes. L'avenir nous dira si ce courage perdurera. Mais le simple fait que cette question puisse désormais être posée aussi ouvertement est en soi le signe d'un changement fondamental.